en face du monde qui nous attend et dans lequel nous sommes déjà, et dont nous avons eu des descriptions à la fois magnifiques et un peu inquiétantes quelquefois, et ce matin et cet après-midi, en face de ce monde, il est tout à fait légitime de se demander quel est et quel devrait être, dans cet avenir immédiat, l'enseignement des sciences. Comment devrait-il évoluer, s'il le faut? Surtout, question très légitime, surtout si on pense à l'écrasante inertie des systèmes éducatifs en France ou ailleurs. Et pour y arriver à ce futur immédiat, je crois qu'il faut partir évidemment du présent, comme une espèce de vitesse initiale, et donc se demander ce que nous sommes actuellement en matière d'éducation. Je pense beaucoup aux enfants, y compris collège et lycée, mais pas au-delà. Et en fait, je crois que nous en sommes, en tout cas en France, nous en sommes encore à Jules Ferry. Alors, 2 mots sur Jules Ferry, parce que c'est intéressant. Nous en sommes à Jules Ferry parce que Jules Ferry nous a dit que la priorité, c'était le lire, écrire, compter, et qui serait contre? C'est évident que ça, c'est la priorité. Mais on oublie souvent que Jules Ferry, c'est aussi la vertu éducative. Il a mis en présence ces deux, et on voit très bien, tout le monde connaît le lire, écrire, compter, mais on connaît moins cette vertu éducative, c'est le mot même de Jules Ferry, qu'il prône exactement en face de l'autre, comme étant 2 façons d'enseigner qui sont un petit peu antinomiques, en tout cas très complémentaires. L'une, c'est l'avoir, c'est ce qu'on doit avoir, c'est ce qu'on doit savoir, et l'autre, c'est plutôt l'être, plutôt que l'avoir. C'est-à-dire, c'est la vertu éducative, c'est ce que nous devrions être. Et là, dans la vertu éducative, il met tout ce qui n'est pas là, c'est-à-dire, il met, par exemple, l'introduction à la beauté, les musées, la musique, la morale et la science, qu'il appelle la science de la nature. Et pour lui, donc, la science n'est pas du tout une question d'avoir. Il ne s'agit pas pour lui de savoir de la science, en tout cas pas trop, il s'agit d'avoir l'esprit scientifique. Et c'est intéressant de penser qu'on a un peu oublié cette façon de voir de Jules Ferry. Et en tout cas, je pense que ces services du ministère l'avaient un peu oublié, ça. Ils avaient surtout vu ça parce que quand on va voir comment la science est enseignée dans le XXe siècle, disons dans les écoles, alors nous ne sommes pas du tout dans la vertu éducative. On est dans le savoir et qui est, pour ceux d'entre nous assez âgés pour avoir eu cet enseignement, moi j'en suis, un enseignement finalement assez terne. Nos instituteurs avaient 2 façons d'enseigner la science et ils le faisaient d'ailleurs très bien. Mais ils faisaient quelques expériences, on appelait ça la leçon de choses. Ils faisaient des expériences devant nous, mais nous avions les bras croisés, n'est-ce pas? Ils faisaient une expérience simple à voir et nous avions les bras croisés. Et deuxièmement, bras croisés aussi, devant la phrase qu'il écrivait de temps en temps au tableau, l'eau bout à 100 degrés. Voilà ce qu'était l'enseignement des sciences. Il n'était pas forcément mauvais, mais vous voyez qu'il est très loin de la vertu éducative de Jules Ferry. Alors bien sûr, pendant ce XXe siècle, un peu terne de ce point de vue-là, il y a eu des initiatives extraordinaires. Il y a eu par exemple Marie Curie. Marie Curie qui, dès l'année 1903, 4, 5 je crois, enseigne à ses propres enfants et aux enfants de ses amis, les Langevin, les Perrin, une science qui n'a rien à voir avec les bras croisés. Les enfants n'ont pas du tout les bras croisés, ils n'ont pas le droit d'avoir les bras croisés. Ils ont au contraire les mains pleines de pipettes, de balances de Roberval, de thermomètres, et ils font de la science complètement, ils font de la science. Voilà ce que fait Marie Curie. Elle a parfaitement compris ce que c'était au fond que la vertu éducative. Il ne s'agit pas pour les enfants de Marie Curie de savoir beaucoup de science, la question n'est pas là, mais il s'agit pour les enfants de Marie Curie de voir comment fonctionne la science. Alors il faudrait citer bien d'autres noms, évidemment, Piaget, Freinet, Montessori. Mais finalement, il y a 2 noms qui vont être très importants à la suite de tous ces personnages importants et qui vont, je crois, vraiment provoquer ce qu'on en physique on appelle un changement de phase. Il y a véritablement quelque chose qui va se passer à la fin du siècle, au début de celui-ci, et les 2 noms, vous les connaissez bien, c'est Lederman et Charpak. Alors, Lederman et Charpak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, d'abord, ils sont copains, ils s'entendent bien, ils sont au CERN, ils font des manips qui vont les amener tous les 2 au prix Nobel, mais ils pensent à l'éducation, et avec des prémices un peu différentes. Et même tout à fait différentes, mais qui vont aboutir au même résultat. Lederman, il habite Chicago et il est effondré de la situation catastrophique d'un certain nombre d'écoles du centre de Chicago, c'est-à-dire la partie la plus pauvre de Chicago, où il y a une 60aine d'écoles qui sont tombées dans un gouffre complet. Les enfants ne vont plus à l'école, ceux qui y viennent à 8 ans ont un pistolet chargé dans la poche. Bref, il est tellement effondré qu'il dit il faut changer ça, c'est pas possible. Et contrairement à d'autres idées qui avaient eu lieu avant lui, à Chicago, la guitare, on va mettre la guitare, ça marche pas. On va faire du sport, ça marche pas. Il dit non, c'est la science. Je vais faire de la science à ces enfants et ça va les changer. Et il avait complètement raison quand nous avons visité les écoles de Chicago, donc 15 ans après, quand il avait complètement rénové l'enseignement des sciences, où les enfants faisaient 2 heures de science, mais en la faisant hands-on, avec les mains, n'est-ce pas, comme Marie Curie, alors les écoles étaient redevenues tout à fait normales. Les directrices étaient absolument émerveillées. Malheureusement, pour Lederman, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère. Nous plaignons de notre ministère, mais eux, ils nous ont envie d'avoir un ministère. Ça ne pouvait se passer que dans son county,
parti et il n'a pas pu étendre beaucoup son expérience. Et puis, Charpak. Alors, Charpak part de prémices un peu différentes. Lui, il est dans l'éblouissement de l'école primaire qu'il a eue. Vous voyez, je le ferai ou non. Pour lui, il disait tout le temps, il l'a écrit d'ailleurs, j'ai cru, en entrant à l'école primaire, en venant de sa Pologne natale, j'ai cru entrer au paradis. Et je veux payer ma dette. Voilà. Il voulait payer sa dette, et sa dette, ça a consisté à dire, je vais rénover, je vais tenter de rénover l'enseignement des sciences. Et vous le savez, vous l'avez deviné, c'est exactement comme le Hanson et comme Marie Curie. Je veux que les enfants apprennent la science en la faisant et non pas en la lisant sur un tableau ou en la regardant les bras croisés. Donc ça, c'est évidemment l'essence même de la main à la pâte, nous le savons bien. Et ceci va se développer. Je parlais d'inertie tout à l'heure, et ça se développe avec une inertie considérable, et il faut être loin de croire que la main à la pâte, disons par exemple en France, a envahi les écoles, pas du tout. La main à la pâte a été mise au programme obligatoire, je dirais en 2002 par le ministère, mais elle occupe actuellement une proportion que nous ne connaissons pas, que personne ne peut connaître bien sûr, parce que c'est déclaratif, mais qui peut être de l'ordre de 20, 30, 40% au mieux. N'est-ce pas ? Donc, finalement, dans une large mesure, nos enfants qui sont face au monde que nous évoquons, ils ont un enseignement des sciences, pour la plupart, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les bras croisés. Donc, nous en sommes là. Il y a une inertie considérable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà où nous en sommes. Ce qui est intéressant, c'est que, à la fois, ce qu'a fait Lederman, même dans une ville, à Chicago, et ce qu'a fait Charpak en France, c'est répandu. C'est-à-dire que c'est là que je disais, il y a eu une espèce de changement de phase mondial. Et maintenant, tout le monde est d'accord pour qu'il faille faire, on ne le fait pas, mais qu'il faille faire une science qui soit comme celle de Charpak, où les enfants apprennent la science, je répète, en la faisant. Et ceci a pris un nom générique qui est IPSE, Inquiry, on a entendu le mot Inquiry tout à l'heure, Inquiry Science Education. L'enquête, vous voyez, il s'agit de mettre les enfants en état d'enquête. C'est passionnant, vous voyez, ouvrir évidemment leur curiosité devant un petit phénomène, un petit mystère, et comme un détective au fond qui regarde, qui cherche un cheveu par terre, et observer, regarder et faire travailler à la fois ses sens et bien sûr son intelligence. Alors l'enquête, je voudrais vous en donner un exemple que je trouve charmant, minuscule, mais c'est tout à fait l'enquête. Nous sommes à Chanteloup-les-Vignes, il y a plusieurs années, nous sommes dans une école maternelle. Les enfants ont 4 ans, 5 ans. Et le maître, c'est un homme, il a appelé la petite Isabelle, qui a 4 ans et demi, je crois, elle n'a pas 5 ans. Et il lui a demandé de mettre dans un verre d'eau quelques gouttes d'encre rouge et dans l'autre, non. Donc voilà, avec 2 verres un petit peu rouges et de l'eau claire, de mettre une marguerite et de regarder. Alors la petite Isabelle est là. Et alors, très rapidement, d'ailleurs beaucoup plus rapidement que je ne le pensais moi-même, moi j'étais tout près, voilà que les pétales, évidemment, rosissent d'un côté et pas de l'autre. Et la petite Isabelle, qui ne sait même pas que je suis là, qui ne fait pas du tout attention à moi, pour elle, elle dit « Ah, c'est drôle que l'eau, elle est montée ». Et pour elle. Et puis tout d'un coup, elle lance cette phrase au maître, « Maître, comment alors je ne sais plus la phrase exacte, comment c'est possible ? L'eau, elle est montée, mais l'eau, ça descend, ça coule. » Donc là, voilà la petite Isabelle et puis la classe devant un petit mystère. Et il faut résoudre ce mystère. Alors, je passe sur la suite, vous devinez ce que ça va être, mais tout est en place, vous voyez. Une observation très simple, à 4 ans et demi, et puis des raisonnements qui vont s'établir avec le maître. Évidemment, le maître va jouer un rôle essentiel. On va démantibuler la tige, voir qu'il y a des petits tubes, etc., etc. Le mot capillarité sera utilisé, parce qu'il faut tirer les enfants vers le haut. Il faudra qu'ils apprennent ce mot par cœur, vous voyez. Voilà une enquête sur un petit phénomène de la nature, et c'est le Inquiry Science Education, c'est le IPSE, qui est maintenant dans le monde entier, mais comme en France, dans le monde entier, il y a une inertie formidable, si bien que le IPSE, qu'on soit dans des pays très riches comme la Suède, les États-Unis, l'Angleterre ou la France, ou dans des pays très pauvres comme le Sénégal ou le Népal, le IPSE est là, mais il est pratiqué très, très modestement, très, très partiellement. Donc, voilà où nous en sommes. Voilà l'état actuel, un état quand même très, très intéressant, très dynamique. Les leçons de Marie Curie, de Piaget, de Charpak sont là. Elles sont mondialement répandues, mais elles sont très peu appliquées. Donc, la question, celle que je posais dès le départ, c'est comment l'enseignement des sciences, c'est la question qui est posée, vers où doit-il aller, comment doit-il évoluer dans ce contexte nouveau ? Alors, un point un petit peu négatif de la main à la pâte, je bats notre coulpe. Au départ, nous avons été excessivement
sévère, excessivement, ça veut dire à l'excès, sévère envers les écrans. On disait les écrans maintenant, je vais reprendre ce mot global des écrans pour prendre tout ce qui a été dit sur les morts, les MOOC, les E-éducation, etc. Je parle des écrans. Et à l'époque, déjà les écrans existaient, bien sûr, et vous voyez, et nous étions inquiets parce qu'on voyait une tendance, ce que les enfants, nous savons bien tout ça, ne vivent plus qu'avec des écrans, et que la science, qui est quand même l'observation de la nature, devienne une science d'écran, une science dessinée, une science abstraite. Et donc nous avions été très loin, puisque nous avions dit à l'époque, la main à la pâte avait dit, pas les écrans, les ordinateurs dans le placard, pendant la session de sciences. Alors, nous sommes évidemment maintenant, on est bien entendu d'accord pour qu'il y ait les écrans, c'est plus du tout la question de les interdire. Mais il faut que nous vivions, que l'enseignement vive évidemment d'une façon duale, avec bien sûr des écrans. Je pense par exemple à une vision extraordinaire, c'était d'ailleurs pas en primaire, c'était, je crois, en 5e ou en 4e dans un collège, un film qui représentait la collision, la simulation, la collision des galaxies par Françoise Combes. Vous savez, Françoise Combes a fait des calculs qui montrent qu'est-ce qui se passe quand deux galaxies se rencontrent. Mais il se passe des choses abominables qui donnent des résultats incroyables. Ça dure 500 millions d'années peut-être, mais enfin... Et alors, ce film, qui était évidemment des écrans, c'est ce que j'appelle les écrans, comment pourrions-nous faire ça avec les mains, n'est-ce pas? Donc ce film avait absolument sidéré les enfants. Il y avait une petite fille, une fille et un garçon qui étaient venus me dire « Mais monsieur, je voudrais faire de la science. » Rien que ce film. Donc nous sommes complètement d'accord qu'il faut, mais qu'il y a un caveat à avoir. Il ne faut pas qu'il n'y ait que des écrans, c'est évident. Et il faudrait que l'enseignement se décide à avoir une espèce de dichotomie en deux. Le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est 50-50, entre, en effet, des écrans, des magnifiques MOOC, des magnifiques expériences faites sur écran, et le retour à la main et à l'observation. Je dirais simplement, par exemple, dans le très joli petit exemple du petit wagonnet qui descend, j'applaudis, évidemment, mais pourquoi ne pas faire ça avec un vrai wagonnet qui descend sur une rampe? C'est pas compliqué, et c'est la même chose, ils auront le même résultat, mais au moins auront-ils vu qu'est-ce que c'est qu'un wagonnet qui descend, etc. Voilà. Alors ça, c'est le premier point, c'est les écrans, c'est le E-enseignement. Le deuxième point, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est donc la recherche participative. Alors ça, c'est beaucoup plus nouveau. On y pensait pas beaucoup. C'est pas nouveau en soi, mais on y pensait beaucoup moins que maintenant. Et je crois que c'est un problème complètement neuf pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire aux enfants? Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants pour que la recherche participative à laquelle ils participeront, peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, ne soit pas ratée? Parce que nous avons eu une vision je crois, très, très belle et très angélique de la recherche participative ce matin. Il faut bien en voir aussi les défauts ou les dangers qui peuvent être immenses, n'est-ce pas? Pierre, tu serais d'accord pour penser qu'on ne peut pas donner un violoncelle à quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument de musique et lui dire « Allez, sale Pleyel, jouer une suite de Bach », n'est-ce pas? Donc c'est un peu la même chose, on ne peut pas donner la science comme ça à tout le monde et dire « Oh, ça sera formidable parce que c'est participatif ». Donc je crois que l'école a à apprendre au fond aux enfants ce que c'est qu'une science participative. Et elle a tout pour le faire. Donc prendre le problème vraiment à la racine. Et là, je prendrai un deuxième exemple, je n'en prendrai que deux, la petite Isabelle. Et là, nous sommes maintenant à Sartrouville. Nous sommes au collège Paulan à Sartrouville, classe de 6e. Et alors, d'une façon extraordinaire, merveilleuse, les enfants de cette classe de 6e, en même temps, la main dans la main, avec leurs 4 professeurs, mathématiques, physique, chimie, SVT et techno, ont décidé de prendre un petit problème, c'est tout à fait de la science participative, qui est tout simplement l'attitude, le comportement des oiseaux, de Sartrouville, bien sûr, devant le problème du bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à ça. Et voilà un problème qu'il faut résoudre. Que font les oiseaux face au bruit? Et voilà qu'ils vont monter une chose extraordinaire, une expérience qui dure d'ailleurs évidemment plusieurs mois. Ils ne font pas que ça, mais elle dure. Et elle consiste à avoir 2 parties du collège, l'une qui est près d'une rue, donc un peu bruyante, et l'autre qui est complètement au contraire, loin, et où il n'y a aucun bruit. Il y a des arbres dans les maisons, il y a je crois que c'est des érables. Donc, alors, on va mettre dans les arbres, les enfants vont mettre dans les arbres des nichoirs, le professeur de techno va les aider à faire des nichoirs, on va les mettre dans les mêmes arbres, dans les mêmes espèces d'arbres, on va les mettre exactement à la même hauteur, on va donner exactement la même nourriture, etc. Donc, vous voyez, toutes choses égales par ailleurs, il n'y aura que le bruit qui changera, là, il n'y en aura pas de bruit, ici, il y en a.
Et alors, les enfants vont installer des caméras automatiques qui vont prendre jour et nuit les oiseaux qui arrivent, ils se mettent dans les nichoirs, où ils ne se mettent pas, où ils vont là, où ils vont là. Et les enfants, quand je les ai vus, ils venaient d'examiner les 3000 photos, ils étaient heureux, absolument extraordinairement. Ils avaient fait, le professeur de mathématiques les avait aidés à faire de la statistique, et à voir la proportion des oiseaux qui vont là et là, le genre des oiseaux, c'est pas le même, les mésanges allaient plutôt là, les rouges-gorges allaient plutôt là. Vous voyez, c'est une recherche véritable. On peut maintenant parler des oiseaux à Sartrouville. C'est un sujet d'étude, après tout, comme un autre. Mais ces enfants, il fallait les voir, et je termine là-dessus parce que c'était extraordinaire, dans le droit fil de ce dont nous parlons sur la recherche participative. Ces enfants, c'est autour de moi, ils me disent, monsieur, ils parlaient tous en même temps, mais ils avaient tous la même voix pour me dire, monsieur, on a tout fait, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que ces enfants, bon, les oiseaux, oublions les oiseaux, ils avaient appris, je crois, pour leur vie, ce signe indélébile de la recherche scientifique, qui est la séparation des paramètres. C'en est un parmi d'autres. Mais voilà avec quoi on peut véritablement faire de la recherche participative intelligemment, et il faut qu'elle soit toujours faite intelligemment. Merci.